Eh bien, dans une dizaine de jours, le Ramadan va prendre fin pour nos amis auditrices, auditeurs de confession musulmane. Et nous en parlons de temps en temps lorsque les confrères s'y intéressent. Et le chef de l'État, Faure Gnassingbé, même s'il n'est pas musulman, il participe quand même aux efforts en cette période au bénéfice donc des musulmanes sous la forme d'une assistance pour les personnes démunies. Et le journal Le Rendez-vous, sorti en numéro spécial hier dimanche, écrivait « Assistance directe du chef de l'État pour le mois de Ramadan ». Abi Alpha, salam alaikum. Wa alaikum mon frère. Donc est-il courant qu'un non-musulman assiste les musulmans au cours de la période sainte du Ramadan? Pourquoi pas? Évidemment, un musulman aussi peut assister les non-musulmans dans une période ou bien dans une autre. Donc ça là, ce n'est pas dit jamais vu. Et ce n'est pas la première fois que Faure Gnassingbé le fait. Il le faisait peut-être cette année. La petite différence que au lieu que l'aide qu'il fait passe par l'Union musulmane du Togo, et il a préféré aller directement lui-même à la rencontre des bénéficiaires. C'est ça le grand changement. Faure Gnassingbé n'est pas allé directement, enfin ne va pas directement chez les fidèles, mais elle s'abrite derrière Madame Suzanne Anro, la vice-présidente de la direction spéciale de Lomé. Ouais. Alors le Ramadan veut dire encore beaucoup d'efforts spirituels. C'est dans ce cadre-là que hier dimanche, il s'est déroulé l'apothéose, ou bien la grande finale de la récitation du Saint-Coran. Ça fait déjà 15 ans que cette cérémonie, que cette manifestation est organisée. Alors, vous y étiez hier, rendez-nous rapidement ça en live. Évidemment, on était là hier pour la 15e fois consécutive. Ça a commencé, je crois bien, il y a 15 ans. Dans l'amphi 600 du campus, au campus universitaire de Lomé ici. Ça a continué. Après, l'amphi est devenu un peu exigu pour contenir le monde qui s'intéressait de plus en plus à l'événement. Il est unique en son genre dans le monde musulman. Et depuis, je crois, 5 ou 6 ans, ça s'est déplacé au palais des congrès et l'événement tient toujours sa promesse. Hier, on y était encore, tout le monde y était. Je crois bien 24 candidats étaient réunis, dont un béninois. Et les prestations étaient à la hauteur de l'événement. Le lauréat était togolais. Chacun a fait de ce qu'il peut faire. Et il y avait même un non-voyant qui a émerveillé les gens malgré son état de diminué. Je crois que dans sa catégorie de ceux qui ont mémorisé le Coran, à moitié les 50% du Coran, c'est un non-voyant qui est sorti premier. Il a pris le premier prix. Et je crois que l'événement était à la hauteur de choses. Eh bien, que Allah, le miséricordieux, veille sur son troupeau. Malheureusement, l'Union musulmane du Togo a besoin vraiment de s'en référer à Allah. Nous en parlions déjà la semaine passée avec le confrère, le Mania Libéré, qui parlait de certaines choses qui ne seraient pas très bien organisées par certains cadres du Togo musulmans qui voudraient squatter, opérer un coup de force à la tête de l'Union musulmane du Togo. Vous en parlez aujourd'hui dans la page 5 de votre journal. Vous écrivez: polémique à l'Union musulmane du Togo. De quoi s'agit-il au juste? Qu'est-ce qui se passe au sein de l'UMT actuellement? Bon, sans me porter à faux contre le confrère Magnan, je crois que ce n'était pas que ces messieurs-là essayaient d'exploiter quelque situation que ce soit. C'est vraiment une situation que les gens ont voulu entretenir sous la forme de polémique. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le feu tout, que tout le monde a connu, le brillant président de l'Union musulmane qui n'a pas fait long feu, il s'est éteint très tôt, nous le regretterons toujours. Il est parti, on a laissé un bureau intérimaire à l'ancien ministre Inoussa Brahma qui l'a dirigé, et depuis 2 ans ce bureau est à terme, c'est-à-dire le bureau n'est plus, c'est-à-dire légalement le bureau doit partir et faire, c'est-à-dire pour qu'un autre légalement est élu. Vous voulez dire que l'intérim assuré par El Hadj Bouraïma devrait organiser un congrès depuis 2 ans. Doter l'UMC d'un bureau d'études. Ça n'a pas été fait. Dans ce cadre, on a mis sur pied un comité dirigé par le professeur en LM, M. Sissé Alilou de l'Université de Lomé. Mais depuis là, c'est le tâtonnement. Même pour réunir les fonds et faire le congrès, c'est des problèmes. Un président qui se mue en chef de campagne pour un candidat alors qu'il est censé être neutre. Il y avait tellement d'impairs que, à un moment donné, le conseil consultatif que tout le monde connaît bien dans le monde du musulman, les Barké, les Memeng, les Aboudasma, les Nachaba, tous ceux que vous connaissez, cette ribambelle de personnalité, c'est ça le conseil constaté. Ils sont une vingtaine et c'est eux qui ont pris sur eux en vertu de l'article 21 des statuts de l'Union musulmane pour dire non, quand ces situations se présentent, il faut faire ceci. Ils ont agi, ils ont dit bon, monsieur, nous sommes vraiment,
Votre bureau a mis sur pied un comité qui devait amener les gens au congrès, qui se montre incapable. Vous, votre bureau, qui est, bien qu'il soit encore illégal, continue pas à liquider les urgences, mais nous, on met sur pied un autre comité technique pour revoir clairement les statuts et amener les gens vers le congrès. Bon, tu sais, quand les gens sont réunis, tout le monde sait, ils sont parlés sans problème, mais quand la réunion s'est terminée, les gens ont commencé par faire des interprétations comme quoi un certain nombre de barons veulent faire des récupérations. Je ne crois pas que c'est ça. Et le confrère Nouvelle Opinion, lui aussi sorti aujourd'hui, écrit « L'Union musulmane du Togo, le comité des sages prend ses responsabilités. Oui. Autre affaire... au sein de l'Union des musulmans du Togo, bientôt ce sera encore la période du Hajj et vous écrivez, Abi Alpha, les dinosaures sont de retour, un général de brigade qui embrigade le Hajj. Alors quel est cet officier supérieur, cet officier général qui veut peut-être s'approprier le Hajj? Bon, vous n'êtes pas sans savoir que l'actuel chef de l'État major des chefs d'armée, des chefs de l'armée togolaise, le chef d'état-major, c'est l'aîné Titi Pina. Au moment où il était à la sécurité, de tout droit, il avait sa part à jouer dans l'organisation du Hajj. Mais depuis qu'il n'est plus ministre de la Sécurité, de facto, ce rôle revenait au ministre de la Sécurité actuel. Parce que c'était monsieur Monsieur Tipina est cadre musulman, si influent soit-il dans la communauté, mais depuis longtemps, il n'a jamais mis la main dans le Hajj. C'est parce qu'à un moment donné, il est devenu ministre de la Sécurité, qui, selon les textes, fait de lui, c'est-à-dire un des responsables de l'organisation du Hajj, qu'il a commencé par organiser depuis 3 ans. Maintenant qu'il n'est plus là-bas, c'est à ça on a été sidéré qu'il revienne, je ne sais pas si on peut dire, il a fait les pieds et les mains pour se faire nommer par le ministre Bodiona, comme quoi M. Titi Pena perd son ressource chargé de la coordination. Ça, c'est de la pagaille. Moi, je pense que c'est de la pagaille. On appelle personne ressource, c'est quelqu'un qui a fait un service exemplaire, qui est parti, et celui qui vient le remplacer, de temps en temps, par rapport aux difficultés du moment, peut se référer à lui. On ne se fait pas décréter par un arrêté ou bien un décret, je ne sais pas quoi, personne ressource chargée d'une quelconque coordination, alors qu'il y a une ribambelle qui encombre déjà cette commission. Je crois que ça, c'est déjà une façon de montrer qu'il y a du jus dedans, je ne vais pas partir. Alors, en toute humilité, Dimas, je pense que Allah a vraiment, il y a vraiment grand besoin que Allah protège ses fidèles, aussi bien pour le Ramadan que pour l'élection d'un bureau de l'Union musulmane du Togo et pour l'organisation du prochain Hajj. Je rappelle que le Ramadan, la fête, en tout cas, c'est dans une dizaine de jours. Mais si on a besoin de l'esprit d'Allah, on a besoin lui aussi de l'esprit de Jéhovah ou bien de Yahvé. En tout cas, c'est ce que les membres de la Commission nationale Vérité, Justice et Réconciliation sont allés chercher le week-end dernier. Monseigneur Bariga, avec quelques membres de la CVJR, était au culte à l'église méthodiste du Togo. D'autres membres de la CVJR étaient à l'église des Assemblées de Dieu le week-end dernier. C'était pour implorer Dieu Tout-Puissant dans le sens des audiences publiques que la CVJR va ouvrir dans quelques jours. Vos pronostics pour ces audiences qui s'ouvrent bientôt? Moi, je pense que la CVJR se cherche beaucoup par manque d'assistance politique adéquate. Je pense que l'appui qu'ils doivent avoir au niveau du sommet politique pour pouvoir opérer leur programme, cet appui leur manque, et donc il faut improviser des choses, il faut initier des choses à la dernière minute pour pouvoir occuper peut-être une place vide, hein, ou bien pour ne pas qu'on dise qu'ils sont dans l'inertie. Et donc je pense que cette commission a besoin réellement de l'assistance de l'État, du sommet de l'État, pour pouvoir amener à bon port son plan. Décréter une journée de prière pour tout le pays devait être bien, que tout le monde prie pour la réconciliation dans notre pays. Aller dans une église, aller prier et autres, c'est bien aussi, mais en même temps, il faudrait qu'une volonté claire soit affichée au sommet de l'État
pour accompagner les membres de ces VGR de façon à ce qu'ils puissent opérer réellement le programme qui se sont établis. Arabi Alpha, Dieu a toujours été du côté des Togolais, mais comme le dit Dimas, il faut que cette assistance divine soit vraiment confortée par notre bonne volonté, à commencer par le sommet de l'État et dans tous nos cœurs, et ainsi nous pourrions arriver à la réconciliation. Évidemment, il faut dire, comme l'a dit mon aîné, mon confrère, Dieu aime tellement le Togo parce que ce que nous avons traversé, certains ont beau dire que les pays comme le Bénin ont connu un passage, une transition démocratique sans trop de mouvements et qu'ils se sont sortis plus ou moins, c'est-à-dire un peu plus bien que nous. Mais je crois qu'en Afrique, on doit dire que le Togo fait partie de ces pays qui sont vraiment dans le cœur, si je peux le dire entre griffes du Tout-Puissant. Mais il appartient maintenant aux Togolais de démontrer leur bonne foi. Aussi longtemps que le Togolais va continuer par être hypocrite, vouloir être dans toutes les sauces, vouloir dire une chose ou bien réclamer une chose et son contraire, voir la réalité, la contourner, quand c'est jaune, on peut dire que c'est jaunâtre. Aussi longtemps que nous allons toujours continuer dans cette lancée, je crois que Dieu va aimer le Togo, mais nous serons à la traîne. Dieu aime le Togo, Dieu aide le Togo. Déjà pour la réconciliation, il est déjà dit dans la Bible que le chrétien devrait pardonner 7 fois, 70 fois. Ça veut dire que Dieu a déjà permis la réconciliation. Il appartient maintenant à nous les Togolais d'en faire une réalité. Oui, vous savez, il faut parler de réconciliation. Ou bien on parle de réconciliation, c'est vrai. Mais seulement, il faut que les choses se font à la base. Vous savez, j'étais la semaine dernière à Tapamé. Les gens ne s'en remettent pas des événements de 2005 jusqu'à présent. Je suis en train de faire un papier même là-dessus. Donc, il faut reconnaître que, certes, on veut atteindre une réconciliation, on veut vraiment réconcilier les Togolais. Mais seulement, l'expérience d'Atapamé la fois dernière m'a montré que à la base, les choses n'ont pas été d'une manière proprement faite. Donc, je pense que pour aller véritablement à une réconciliation, il faut que la CVGR réorganise quand même les choses pour au moins... Vous savez ici, je pense qu'un travail psychologique doit être fait. Et pour que les gens dans leur tête essaient d'outrepasser, c'est difficile, mais je pense qu'il n'y a pas eu un travail de fond qui a été fait. Si les gens en passent jusqu'à présent, c'est parce que quelque part, il n'y a pas quelque chose qui a été fait à fond. Donc la CVGR a un lourd... comment je vais le dire, un lourd fardeau, et je pense vivement que Monseigneur Bariga aura les coups de franche pour y arriver. Je suis tenté de dire, pauvre CVJR, si attendu au tournant et pourtant qui ne bénéficie pas toujours de l'aide, de l'assistance de tout un chacun de nous. Autre, une denrée alimentaire qui fait beaucoup de polémiques, qui suscite beaucoup de polémiques et de débats depuis quelques jours, c'est le riz que Dame Julie Begedou a importé des États-Unis d'Amérique et sur lequel nous parlons abondamment. Certains journaux ont dégainé l'attaque, Madame Begedou essaie de riposter et aujourd'hui, certains journaux sont revenus encore là-dessus. Le Dauphin qui écrit qu'il n'y a aucun danger de mort, le Dauphin qui cite Madame Julie Begedou. Le Dauphin donne également la parole à Artem Aoumezounou, le ministre du Commerce des Transports, qui dit, je cite, du Commerce, qui dit, je cite, ces informations d'attaque contre le riz sont de pures allégations émanant de personnes peu qualifiées. Également, le Dauphin donne la parole à monsieur Bassim Bako, qui est expert en service à la direction de la protection des végétaux, qui assure même chose que nous disent certains journaux. Mais en fin de semaine dernière, l'ATC, l'Association Togolaise des consommateurs, appelait à une expertise extérieure pour nous rassurer sur ce riz-là. C'est un peu la même chose que demande le CAR, le Comité d'action pour le renouveau, le parti de Maître Apévon. En tout cas, Forum de la Semaine qui écrit « Affaire de riz contaminé ». Le CAR demande une véritable expertise de la cargaison pour ceci pour rassurer l'opinion publique. Mais nous allons maintenant au débat. Et la semaine passée également... Entre-temps, la technique nous a chippé beaucoup de temps, beaucoup de minutes. Il faudrait qu'on aille jusqu'au... Maintenant, il faut qu'on aille jusqu'à 11h, puisqu'il nous vole notre temps. Merci. Cette doléance sera introduite auprès du directeur général de Canal FM. Eh bien, un débat que nous avons beaucoup animé la semaine passée, c'est la suite apparemment imminente de l'affaire Pachagate, cette affaire de tentative d'atteinte à la sécurité de l'État dans laquelle est impliqué Pacha, mais également sont impliqués beaucoup d'autres personnes, aussi bien civiles que militaires.
Eh bien, les journaux avaient annoncé que le procès allait avoir allait commencer la semaine passée. Il n'en a rien été. Mais ces journaux reviennent à l'attaque cette semaine. Nouvelle Opinion qui écrit: enfin le procès tant attendu. Pacha est co-accusé à la barre cette semaine. Et Nouvelle Opinion vous promet toute la lumière sur les événements de la nuit pascale d'avril 2009. Nouvelle Expression, pour sa part, écrit à la page 4: encore une autre affaire de drogue qui pourrait compliquer la situation à Pacha Nyasingbe. C'est pour dire que, en plus de cette affaire de tentative d'atteinte à la sécurité de l'État, on annonce une autre affaire de drogue dans laquelle Pacha serait également impliqué. Le confrère Info Sud, lui aussi, écrit aujourd'hui: après l'affaire de coup d'État, le dossier de la drogue, Pacha s'enfonce de plus en plus. Et on termine avec Forum de la semaine, qui écrit dans sa Forumscopie que l'ouverture du procès de Pacha est co-accusé prévu pour ce vendredi. Et Forum de la semaine parle des citations aux inculpés qui doivent être délivrées déjà aujourd'hui. Alors Dimas, est-ce que vous avez des sources certaines pour dire que l'affaire du Pacha Gate va enfin commencer à connaître son dénouement judiciaire en fin de la semaine? Vous savez, l'homme a toujours des limites. L'homme propose, Dieu dispose. La semaine dernière, ce n'était pas prévu. C'était réellement prévu. Vous avez appris certainement que même ceux qui étaient mis en liberté provisoire étaient repris jusqu'à la dernière minute. C'était un peu tard dans la nuit avant d'être libérés. Ce qui veut dire que le procès était réellement en perspective. Mais compte tenu de certaines réalités sur le terrain, la Cour suprême, qui s'y est préparé réellement, ne voudrait pas aller encore ajouter d'autres erreurs judiciaires qui avaient émaillé la procédure durant le départ et durant tout ce dossier, le développement de ce dossier. Et donc, c'est réellement annoncé du côté de la justice, selon des sources réellement crédibles, proches de la justice, que l'ouverture du procès est prévue pour le vendredi prochain. Parce qu'aujourd'hui, les citations doivent parvenir aux témoins et aux inculpés. Vous savez, la loi dit que les citations doivent parvenir 3 jours francs aux prévenus avant l'ouverture du procès. Et donc, si c'est parti aujourd'hui, vous avez demain, mardi, mercredi et jeudi qui sont les 3 jours francs qui doivent passer, et vendredi, l'ouverture du procès. Et donc, c'est vrai qu'il y a une petite hésitation au niveau de l'endroit réel où doit se tenir le procès. La salle d'audience de la Cour suprême étant très exiguë, les autorités ne veulent pas trop d'affluence pour avoir des débordements à gérer au niveau du Grand Palais. Il y a beaucoup de suggestions qui se font actuellement, mais je pense que le président de la Cour suprême, qui doit assurer aussi ce côté sécuritaire avec des propositions concrètes aux autorités politiques et aux autorités sécuritaires, doit se prononcer rapidement pour que l'endroit du procès soit réellement fixé. Mais la Cour est pratiquement connue, la Cour est pratiquement désignée. Je disais dans la Forumscopie que c'est le juge Missité qui devait être dans le rôle du procureur général, et donc ça veut dire que la Cour est connue, c'est des juges très connus, mais qui au demeurant n'ont pas pour autant l'expérience des questions d'État, des procès d'État. Et donc nous attendons de voir ce que ça va donner. Eh bien, nous verrons d'ici vendredi si ce fameux procès va enfin s'ouvrir. Vous nous dites même combien de jours le procès va durer. Vous nous parlez même de celui qui sera dans le rôle du procureur général. Mais puisque vous dites que la Cour, ce serait la chambre judiciaire de la Cour suprême qui va délibérer, vous rappelez que au moment de la prestation de serment des membres de la HAC, la Cour suprême avait demandé aux membres de la HAC de fabriquer un banc.
Bon, maintenant, si c'est la Chambre, si c'est la Cour suprême qui doit abriter ce procès, à qui est-ce que cette Cour suprême va va s'en remettre pour la fabrication des mobiliers de la salle? Nous attendons de voir. Ce n'est que des questions de formalité. Je pense qu'au moment venu, à chaque besoin, on trouvera quand même une réponse. Je pense que ce qui était reproché aux inculpés ici, c'est des crimes contre l'État, et en réalité, c'est les assises qui doivent connaître ce crime, mais il se fait qu'au sein des inculpés, il y a des officiers de police judiciaire qui étant tels avant leur inculpation. C'est vrai qu'ils sont réformés au niveau de leur garnison respective, mais avant d'être arrêtés, ils étaient des officiers de police judiciaire et ils doivent être traités ainsi. Et c'est la chambre judiciaire de la Cour suprême qui traite des cas des officiers de police judiciaire. Eh bien, Abi Alpha, depuis 2 semaines, voire un peu plus, la presse polémique beaucoup sur le démarrage du procès du Kwacha Gate. Mais le citoyen que nous sommes, on ne peut que attendre que ce procès commence et avant de savoir quoi dire concrètement. Évidemment, il y a beaucoup d'inconnus dans ce procès qui s'annonce, ces procès. Le confrère vient de dire tout de suite que sa crainte, c'est que ceux qui sont tentés gérer ce dossier en tant que juristes, il craint qu'ils soient en carence par rapport au dossier d'État. C'est un peu aberrant parce que quand dans un État, un média m'a donné qu'il n'y a pas de compétences pour gérer des dossiers qui opposent l'État à des individus, c'est un peu triste et ça ne va pas être le premier dossier. On a énuméré beaucoup de dossiers où l'État a perdu devant des citoyens, devant des sociétés, et on ne sait pas si l'affaire Kwacha va être encore un dossier perdu par l'État de trop. Donc, ce qui est triste, c'est que quand on ne remet pas le dossier à qui il faut. Les gens sont parfois nommés sur des bases, je ne sais pas, politiques par rapport à leur appartenance. Ce n'est pas forcément par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Et quand ils sont devant les dossiers, ils arrivent difficilement à se départir de leurs sentiments personnels. Ils ne savent pas où se limite leur c'est-à-dire citoyenneté, c'est-à-dire où se limite leur qualité de partisan d'un parti X et leurs compétences en tant que magistrat. Ils mélangent tout. Quand on a des pépins entre-temps avec un monsieur qui à un moment donné se voit inculpé, on veut en même temps se venger sur lui au lieu de le traiter en tant qu'individu citoyen à part entière et de voir ce qu'il faut faire et ce qu'il a fait. On veut mélanger tout, on veut se régler des comptes sans tenir compte de ce que disent les textes, et au finish on se trouve dos au mur et on nous dit que l'État a perdu le procès devant peut-être les gens des baies pour les terrains du port, tantôt c'est affaire de marre, tantôt tout ce que vous savez. Donc c'est ça qui est un peu triste. D'abord, il faut qu'on nous rassure que tentative de coup d'État il y a eu. S'il y a eu, la crainte c'est que de la façon dont cette histoire a commencé, il y a un dossier qui passe d'un procureur à un autre avec tous les tâtonnements que vous avez à vivre, vous et moi. La crainte c'est que ce méli-mélo juridico-politique puisse vraiment porter, c'est-à-dire mettre l'État dos au mur. C'est ça qui est la crainte. Pour le moment, la question à répondre, ce n'est pas si procès il y aura ou pas, il va y avoir procès. Je ne vais pas quand même dire que c'est un ballon de baudruche, un ballon de sel que les gens veulent lancer pour voir qu'est-ce que les citoyens pensent. Il y aura procès parce que je ne crois pas que Ford soit descendu, va descendre aussi bas pour faire des promesses presque larmoyantes et ne pas les tenir. Eh bien, que ce procès démarre et nous situe exactement sur cette affaire-là. Sur la culpabilité ou bien l'innocence des personnes. La semaine passée, nous avions parlé de la stratégie des deux camps. L'accusation va essayer d'enfoncer le clou, va parler des pièces à conviction, des intentions, parce que dans le dossier, il y aurait de reconnaissance pratiquement tacite. Certains même, par exemple, on parle de Kwacha qui voudrait accuser Tidjani. Directement dans le dossier, il y aura la déclaration de prise de pouvoir qui se trouve déjà dedans. Mais donc, le parquet va essayer de charger, mais en même temps,
temps, l'autre stratégie, là, les avocats, pour cela, ne vont jamais vouloir rentrer dans le fond du dossier, vont vouloir régler les choses in limine litis. C'est-à-dire, avant tout procès, avant dit droit, il faudrait qu'on siège sur la procédure, il faudrait qu'on statue sur la procédure qui était bâclée de gauche à droite. Mais de la couleur qu'on va essayer de donner à ce procès dépendra de la réaction, de l'opinion, de la réaction de quoi. Parce qu'ils voulaient tout faire pour que les avocats français arrivent. C'est des gens qui sont habitués au grand procès, c'est de grands bâtonniers qui sont pratiquement les papes du barreau français. Ils vont arriver, ils vont essayer de mettre la pression médiatique. Et donc, du respect du droit et des tests dépendra de la réaction de l'opinion. Et je pense que ce procès n'est pas un petit procès comme les gens le pensent. C'est quand même un grand procès et il faudrait mettre la manière de façon à ce que l'intérêt de ce pays soit préservé, de façon à ce que quand les éléphants se cognent la tête, que les fourmis ne soient pas écrasées par terre. Il faut rappeler que ce procès se tient à quelques semaines du passage du Togo devant le système des Nations Unies à Genève dans le cadre de l'examen périodique universel. Si ce procès se passe de façon équitable, le gouvernement aura moins de difficultés à s'exprimer devant le système des Nations Unies. Surtout que nous postulons au Conseil de sécurité. Comme membre non permanent. Oui, Nicolas. Moi, au-delà de tout ce qui peut se faire autour de ce procès ou bien au cours de ce procès, je reste très sceptique. Parce que aujourd'hui, moi je me pose une question, et cette question elle m'est personnelle. De quoi veut-on réellement accuser Kwacha jusqu'à présent? Voilà que l'accusation est déjà formulée. Oui, mais seulement aujourd'hui on parle encore de cocaïne. Est-ce que, moi je me dis que, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est en train de diligenter contre la personne, ou bien on veut quand même le noyer définitivement? Je ne comprends pas. Ce n'est quand même pas la justice togolaise qui parle de cocaïne. Exactement, mais c'est une information publiée par un site nigérien qui était balancé dans nos boîtes pratiquement. Exactement. Je pense que ceux qui pensent qu'ils peuvent se défendre quand ils seront cités à justifier ce dossier l'ont publié. Moi, je pense que je n'ai pas suffisamment d'éléments, je ne l'ai pas exploité. C'est parce que quand on parle de drogue, quand vous lisez la chose, vous voyez que l'accusation là-bas c'est un peu léger. Maintenant, si un journal relaie ça, nous nous en tenons à l'accusation. Exactement. Mais le problème c'est que moi, je me dis qu'il y a des gens qui peuvent diligenter des papiers à l'extérieur. Ne prêtons pas d'intention. C'est des choses qui se passent. Comme ce qui se passe avec DSK, quand on a vu que le dossier d'Afissatou Diallo ne pouvait pas trop marcher, on a révélé le dossier de Tristan Banon et on voit. Moi, je veux vraiment que la justice, pour une première fois, me démentisse, mais je reste sceptique quand même.